Pourquoi cette couleur ? Pourquoi cette matière ? Pourquoi cette forme ? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste ? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que comme moi, vous vous posez ces questions parfois ? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Visite. J'ai le plaisir de vous accueillir pour la saison 3 du podcast. Je suis si heureuse de pouvoir vous faire découvrir encore et toujours de nouveaux artistes. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos retours constructifs et votre écoute. Aujourd'hui, je vous présente l'artiste plasticien Maxence Doré. Une après-midi d'été, je me rends à l'autre bout de l'Île-de-France, au sein d'une banlieue paisible et arborée, pour rencontrer Maxence. Maxence Doré est un jeune homme élancé, les cheveux bruns ébouriffés, à la voix calme, le genre de voix qu'on a envie d'écouter. C'est un funambule des arts plastiques, toujours sur le fil, entre abstrait et figuratif, vu micro et macro. Issu d'une formation de paysagiste, Maxence nous invite au voyage. Un voyage au cœur des éléments et de notre planète. Maxence travaille sa technique, construit ses œuvres à partir de ses rêves et pousse la perfectibilité de celle-ci grâce à un travail en série. Avec Maxence, nous avons parlé de son parcours, des questions encore en suspens et de l'importance de son entourage. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse rêver en compagnie de Maxence Doré. Bonjour Maxence. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. De rien. Et de m'accueillir dans ton atelier / appart. C'est ça. Mais tu me disais que ça allait un peu évoluer. Pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Donc, je m'appelle Maxence Doré, je suis artiste plasticien, peintre, originaire du 78. J'ai fait une formation d'art à l'école Condé de Paris pendant 3 ans, pour au final pas vraiment faire artiste à la base, c'était surtout pour être architecte paysagiste, donc ensuite faire les tests, enfin le concours d'entrée pour le NSP, l'école nationale du paysage de Versailles, que j'ai obtenu, et du coup ça m'a permis de faire 4 ans là-bas, voilà. Et c'était en l'avant-dernière année, je commençais déjà à exposer sur Paris. Et du coup, une fois le diplôme obtenu, je me suis posé la question, est-ce que je fais ça, et du coup, je me suis lancé en tant qu'artiste, voilà. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu te sois lancé ? J'ai toujours plus ou moins voulu être libre, et c'est vrai qu'au départ, j'ai voulu tenter d'être architecte. Et en fait, c'est en arrivant à un entretien d'embauche où je me suis retrouvé en fait à attendre au milieu du lieu de travail, et il y avait une dizaine de personnes qui ne se parlaient pas, et j'entendais juste le pianotis des claviers, et ça m'a mis un énorme stress. Et au final, en plus, l'entretien s'est plutôt bien passé, parce que moi, je lui ai dit tout de suite que je voulais pas ce travail, que ça me stressait, et qu'au final, j'étais simplement là pour, au final, peut-être découvrir quelqu'un et me faire un ami, parce que c'était une personne que je connaissais d'une autre personne. Et du coup, cette personne-là a vu mon book et mes toiles et m'a dit, mais tu devrais au moins essayer, quoi. Et du coup, ça m'a permis on va dire, de justifier mon petit choix qui était à la base de vraiment tenter le coup. Je m'étais donné 3 ans, aujourd'hui ça fait 4 ans, aujourd'hui ça se passe très bien, et voilà, je pense qu'il est temps de passer une étape, donc de changer d'appartement atelier, et d'essayer d'aller un peu voir à l'étranger aussi, voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dessiné et que ça a dépassé le dessin qu'on fait quand on est enfant, par exemple ? En
En fait, moi, c'était ma mère qui allait prendre des cours de dessin. Ok. Et moi, je la suivais, j'étais resté assis, et apparemment, moi, je me rappelle plus vraiment, j'avais 4 ans, et 4 ou 5 ans, et la prof a dit, personne s'assoit dans mon cours, personne n'attend, tu prends un crayon et tu dessines. Donc, j'avais fait des natures mortes. Et après, en fait, en continuant de dessiner, je pense que c'est venu naturellement, et en école primaire, avec un de mes meilleurs potes, qui habitait juste à côté d'ailleurs, et on s'est mis en fait à dessiner des mots, à faire du graffiti, et après à voyager un peu en vélo, on va dire dans les kilomètres qui nous entourent, pour aller voir au final des terrains en friche, des graffeurs, et au final on s'est intéressé à ce monde-là, et on a découvert quelque chose, un univers incroyable, et je pense qu'à partir de là, c'était terminé, je pouvais pas m'empêcher, ne serait-ce qu'une journée, de dessiner, ou du moins d'avoir un crayon, de dessiner un tag, un graphe, un personnage, ou ne serait-ce que quelque chose d'abstrait, mais je suis obligé de dessiner, obligé de créer, de chercher. Ok. Et encore aujourd'hui, tu dessines tous les jours? Alors aujourd'hui, non. Si. Mais si, tous les jours. Mais c'est totalement différent. C'est aujourd'hui, à l'époque c'était un besoin, aujourd'hui je dirais plus que c'est c'est un besoin aussi, mais c'est quand je vais pas bien en fait je dessine. Aujourd'hui c'est plus ça. C'est dès que j'ai pas d'idée, que j'ai pas d'inspi, ou je me mets à dessiner et ça vient tout seul. Et c'est vrai que c'est un peu comme c'est un peu comme un, comment on appelle ça, une ardoise. On essaye, on cherche, on teste. Et le dessin aujourd'hui est plus quelque chose qui, c'est plus une, non, ça l'était toujours, mais on va dire que la base de l'action est est différente de quand j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. À la base, c'était vraiment pour me faire plaisir, et aujourd'hui, je pense que c'est surtout pour m'animer, pour faire de la recherche, pour me découvrir, en fait. Voilà. Ok. Pour progresser aussi, peut-être. De toute façon, on progresse. Tu dessines, tu progresses. Point. Il y a pas. Il y avait un mec que j'adorais, Louis Beignet, en école d'art, qui savait pas vraiment dessiner au départ, mais qui voulait apprendre à dessiner. Et je me souviens, il dessinait, mais sans plus. Et il est parti un été. Il est revenu avec 4 carnets de dessin remplis de 200 pages. Et ça y est, il savait dessiner, parce que il dessinait, et aujourd'hui il fait des choses super en plus que j'adore. Mais à la base, c'était pas du tout ça. Et juste, le mec il a bossé, et en bossant on progresse, quoi. Le dessin, c'est fabuleux. Je pense personne ne naît en sachant dessiner, quoi. Okay. Tu dessines, si t'as envie de dessiner, tu dessines et tu progresses. C'est comme tout. Comment tu décrirais ton travail à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne l'a jamais vu? C'est la chose la plus difficile que j'ai à faire, parce que alors je prétends pas avoir inventé quelque chose, mais j'espère en tout cas avoir une technique qui m'est propre, et ça revient de plus en plus, donc je suis plutôt content. Mais après, le but de ma démarche artistique, c'est encore une découverte, et c'est justement tout un univers qui se crée au fur et à mesure, et qui va se structurer, et du coup se renforcer. Mais moi je suis à la fois je suis dans une découverte perpétuelle, et quand effectivement on me pose cette question, mais c'est quoi ton style, moi je pourrais pas répondre à cette question encore. Je comprends. Je suis plus dans un univers lyrique, j'ai presque envie de dire pas utopique, mais j'essaye surtout, en fait, je pense pas que mon style soit encore défini. Par contre, pourquoi je le fais, c'est surtout une sorte d'évasion, pris au pied de la lettre. C'est-à-dire que je suis dans mon univers, donc je crée un univers. Et après, en fait, j'ai envie de voyager tout le temps, au-delà de la planète, et surtout quitter notre société. Et du coup, en fait, j'essaye de découvrir. Donc, je suis dans un schéma qui est très, très formel. Je prends une planète, après je découvre progressivement. Donc, c'est plus mon style, c'est un voyage, en fait. Voilà, il n'y a pas de. Okay. Mais j'arriverai pas aujourd'hui à le catégoriser. Voilà, catégoriser, je pourrais pas aujourd'hui le catégoriser, non, c'est clair. Je comprends. C'est joli de dire que c'est un voyage. C'est vrai que on s'évade beaucoup en regardant tes œuvres. Si on voulait essayer un peu de les décrire juste esthétiquement, sans forcément parler d'un style ou se rapprocher à une vague ou à une école, c'est
pas vraiment ça que je veux dire, mais si par exemple, si tu devais décrire ton travail à quelqu'un qui ne voit pas. Je pense que, enfin c'est même une certitude, mon inspiration c'est tout ce qui est Thomas Pesquet, vue satellite, astronomique et autres. Et c'est vrai que dans mes études de paysage, on est perpétuellement à grande échelle, sur des 1/10 millième, 1 100 millième. Et du coup, moi, c'est ça qui me passionnait, c'est qu'on a une perception de l'espace, nous, humains, quand on est sur Terre, au sol, vue 3D, qui, au final, est ce qu'elle est. Mais c'est vrai je pense que 99% de la population, si on les prend et qu'on les met à peut-être ne serait-ce que 10 km au final de ce qui est actuel, enfin, de là où il est, il ne saura pas dire où il est. Sur ce qu'il voit, il pourra pas dire ah bah c'est là. Ou alors en tout cas on lui dira et il se dirait ah mais ça a cette forme là et c'est la notion d'espace finalement qui est pas donnée à tout le monde. Mais j'adore en fait justement jouer là-dessus et surprendre on va dire le spectateur par des formes qui sont quand on étudie la nature, on se rend compte qu'il y a une perpétuelle mise en abîme entre les différentes échelles, macro, au final échelle 1, enfin la nôtre, et après les grandes échelles. Et je pense que je joue là-dessus. Donc c'est un mélange, on va dire, d'abstrait, où je joue principalement sur la forme. Et après, il y a effectivement un côté figuratif, où je pense que l'inconscient humain va reconnaître certaines formes, certains aspects qu'il voit au quotidien, comme de l'écume, comme de la roche ou autre, et faire une assimilation et après créer du coup sa propre histoire. C'est ça qui est génial. Mais à la base, moi, mon procédé, c'est de faire des vues aériennes de paysages. Voilà. C'est ça. On peut s'imaginer d'ailleurs que ton parcours académique, il y a une influence parce que vous travaillez pas mal sur des cartes, des cartographies. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui sans ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ça a quand même une influence assez importante. En plus, c'est les personnes avec qui j'ai fait mes études, c'est des études supérieures à Versailles. C'est elles qui m'ont motivé au départ parce que j'avais commencé à faire 2 toiles quand j'étais à Condé, à Paris. Bon, elles étaient ce qu'elles étaient. Et moi j'aimais plus ou moins, donc je l'avais accroché sur mon mur. Et à chaque fois, tous les midis, vu que j'habitais à côté de l'école, mes potes venaient en fait, les potes de cours. Et à chaque fois, me disaient, mais ça, Maxence, c'est vraiment pas mal. Et comme moi, je continuais à dessiner et tout ça, ils me disaient, mais tu devrais continuer ça c'est vraiment bien. Et c'est eux qui m'ont motivé. Et je me souviens que c'est reparti par un ami qui s'appelle Lorient, qui m'a demandé une toile pour son anniversaire. Donc je me suis dit, allez hop, je m'y remets. Et c'est vrai que j'ai pris plaisir à le faire. Lui, il a adoré, tant mieux. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à poster sur Facebook, Instagram. Et à partir de là, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est cool, c'est toi qui fais ça. Et puis après, ça m'a donné confiance. Et ils m'ont mis une exigence aussi. Ah ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Ça c'est un peu pareil que ça. Tu devrais aller voir machin. Et c'est vrai qu'il y a cette émulation que je ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'est assez triste parce que je suis tout seul aujourd'hui. Mais il y avait cette émulation créative entre plusieurs esprits qui au final ont des inspirations et des vécus qui sont totalement différents et qui créaient une énergie qui était extraordinaire. Et pour le coup, il y avait parce que moi je suis un peu compétiteur aussi, de dire, ok, ils m'ont dit ça, moi je vais leur prouver que, et à chaque fois j'essayais de trouver d'autres choses, et ça m'a permis de me développer à une vitesse, mais incroyable. C'était très stimulant comme environnement. Je comprends. Comment tu commences une œuvre? Comment ça se passe au début? Quelles sont les différentes étapes? Parce qu'au départ, il y a bien étape 1, il n'y a rien, et après, il y a des choses qui se passent. Alors, l'étape 1, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'étape 1, elle se passe dans mon lit, dans mes rêves, ou même avant de m'endormir, je pense. Je réfléchis, et ça vient tout seul, en fait, et dès que j'ai une forme, bizarrement, je me lève, et je suis obligé de la dessiner. Donc, je dessine un trait, juste un trait. Et je vais me recoucher. En général, là, pour le coup, j'arrive à dormir. Et je me réveille le lendemain, je fais ok, ça c'est pas mal, ça non, ça va. Je reprends celles qui me plaisent. Je les retravaille au crayon papier sur feuille. Avec un format que j'ai déjà prédéfini, une sorte de format portrait en toile. Et je viens dessiner justement ma forme qui peut parfois sortir du cadre. Mais voilà, et je porte énormément d'importance à l'équilibre. Donc je vais passer beaucoup de temps sur le papier. D'accord. Voilà, et tu le vois derrière. Et une fois qu'en fait j'ai trouvé ma forme, là je peux commencer à aller voir sur grand format.
Au départ, ce que je faisais, c'était surtout du one shot, c'est-à-dire que hop, je mets la toile devant et je me laisse porter par le geste. Mais il y avait un sentiment de découverte qui était agréable, mais j'étais plus souvent déçu, bizarrement, que la recherche par crayon à papier. Au final, par un crayon de bois qui est sincère finalement, mais je m'y retrouve plus, je pense, là-dedans que ce que je faisais avant. Et donc du coup, étape, un trait, ensuite développement, voilà. Après je fais un fond sur mes toiles, sur lequel après je viens dessiner au Posca ma forme, l'aspect formel de mon mouvement, et ensuite je viens avec ma texture travailler dessus avec des jeux de va-et-vient entre la bombe et la peinture à l'huile, pour arriver à créer ces effets de profondeur, de relief un peu. Il y a un côté très relief. Et après, une fois à la fin seulement, je reviens avec le Posca pour effectivement corriger certaines formes. Ça se joue parfois sur des détails. Ça peut être de la forme, ça peut être aussi de la lumière. Voilà, donc il y a on se rend pas compte, mais il y a un nombre d'étapes. Oui, très important. Ouais. Mais juste l'étape où tu mets le fond, en fait, tu mets des couleurs différentes, c'est pas tout le temps la même. Comment tu choisis? Comment ça se passe? C'est au hasard? C'est pas au hasard dans le sens où j'avais un prof à Condé qui m'a dit regarde tes couleurs, parce qu'au départ, quand j'avais commencé la peinture, je mettais les peintures qui sortaient un peu du pot, du tube, et il me dit regarde avec tes peintures qui sortent du tube là. Et ça se fait pas. Et c'est vrai que j'ai rarement au final mis du rouge vif ou du jaune vif. Voilà, j'essaye toujours d'avoir un panel, des nuances qui sont, des couleurs qui sont nuancées. Et après ça sort de la bombe, donc il faut trouver la bonne bombe de peinture. Donc ça, il y a plein de marques, plein de couleurs différentes, et ça peut jouer à une petite nuance, à un petit degré, mais ça a son importance. Et une fois que la couleur me plaît, là je peux y aller. Parfois je peux avoir une très belle forme d'un point de vue texture, mais si la couleur de fond ne me plaît pas, c'est mort. En général, je l'aime pas, et bon, la plupart des gens apprécient quand même, mais moi je la donne et je dis tiens, je veux plus la voir, et au revoir quoi. Ok. Voilà. Ouais, donc il y a quand même pas mal d'étapes, et un peu ces étapes-là, tu les as inventées ou créées ou imaginées en combien de temps? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu as élaboré avec plusieurs tests? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, cette technique-là, on te l'a pas apprise, tu vois ce que je veux dire? Si quand même. On me l'a apprise indirectement. Je l'ai découvert tout seul, mais je ne l'aurais pas découvert si on me l'avait pas déjà appris à être curieux. J'ai un prof à Condé, le même prof qui m'a parlé des couleurs, qui s'appelle Pascal Pillard, et qui lui, à l'époque, on faisait 2 heures par semaine de visite d'exposition. Ok. Et c'est vrai que en général, non, ça va, ma classe ça allait, mais souvent on faisait la première expo à 25, la deuxième à 10, la troisième à 2, et la dernière, le prof était tout seul. On prenait ces 2 heures de temps pour aller manger un kebab ou pour aller, voilà. Et au final, bravo. Oui, voilà, au final c'était complètement con. Mais ne faites pas ça. Exactement. Mais moi, en fait, à chaque fois, je découvrais finalement ce monde artistique, parce que moi j'étais issu du graffiti, donc pas du tout des galeries. Voilà, ma mère dessine, mais ça a jamais été vraiment culturel au final d'aller dans les expos. Okay. Et du coup, j'ai découvert énormément de choses. Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec ce prof-là, il me donnait toutes les techniques. Donc il me dit oui, ça c'est par exemple des bulles de savon avec ça peut être du liquide de vaisselle, ça c'est par exemple du bruit de noix avec, voilà. Et il y avait plein de techniques différentes, donc moi je les notais sur un carnet. Okay. Et chez moi, en fait, comme un chimiste, j'ai pris ces techniques, je les ai essayées, et je les ai mélangées entre elles, pour arriver à quelque chose finalement qui aujourd'hui fait ce que je fais. Et c'est pour ça que c'est un mélange qui est dosé, on va dire, il y a des doses en fait à respecter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis effectivement le seul à reproduire ça, parce que effectivement le mélange il est tellement précis et tellement atypique que oui, je pense que la seule façon de le reproduire, c'est de l'apprendre, quoi. Donc voilà. Et oui, donc aujourd'hui, j'ai créé ma propre technique
qui sur le long terme, je sais pas, parce que d'un point de vue santé, faut faire attention. Mais tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'il y a les produits toxiques. Voilà. C'est pour ça que j'utilise un masque. Mais ouais, technique que j'ai trouvée tout seul grâce par le biais de mon prof, quoi. Mais ouais, mais de tests aussi que t'as fait. Oui, voilà. C'était au départ, il me disait oui, tu verras qu'un artiste plasticien est surtout un chimiste. Et effectivement, je le comprends totalement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je fais ce que je fais aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai envie d'avoir un atelier plus grand pour justement tester plus de choses et tester à nouveau, parce que j'ai toujours ce carnet avec toutes les techniques, tester plein de nouvelles techniques pour arriver à avoir quelque chose de nouveau encore. Oui, voilà. Peut-être une autre texture, un autre rendu. Et toujours quelque chose que je maîtrise, parce que j'aime pas. Je trouve ça très joli, mais le fluid art, en fait, c'est donc le côté où on laisse couler la peinture, qui peut être très personnel. Hein. Il y a des choses que j'adore et que je trouve ça fabuleux, mais il y a ce côté il y a un côté impersonnel qui me gêne un petit peu, dans le sens où si je lui demande de reproduire, même si c'est pas forcément l'intérêt de l'art de reproduire, mais je pense pas qu'il puisse le faire après. Est-ce que la démarche c'est de final faire une chose et voilà, et ce qui est complètement compréhensible et respectable. Mais moi j'avais envie de me dire il faut que je maîtrise ce que je crée et parce que t'as pas envie que ça t'échappe. Parce qu'une œuvre, tu sais, tu peux à un moment tu vas jusqu'à un certain point et puis à un moment elle t'échappe, tu vois. Non, alors c'est complètement con de ma part, mais excuse-moi. Non, mais c'est ce que je pense. Je dis pas que c'est ce que c'est réellement, mais je trouve que pour le coup, quand on laisse un peu le hasard faire, il y a un côté facilité. D'accord. Qui moi me dérange. D'accord. Parce que dès que je fais quelque chose qui me paraît plus ou moins bon, on refait, on va peut-être faire 100 fois, mais on va arriver à quelque chose, effectivement, donc ça va prendre du temps. Mais le fait est que le résultat reste, à mon sens, plus ou moins facile que quelque chose que tu dessines de A à Z. Et c'est simplement ma façon d'être, mais je respecte totalement l'autre façon de faire. C'est juste moi, c'est pour ça que je me sens obligé de maîtriser en fait ce que je fais. Oui, c'est plutôt dans la maîtrise et dans le travail et un peu cette persévérance de la ligne que tu t'épanouis au final. C'est ça. Et c'est en maîtrisant, on a également des surprises. Et c'est ça qui est bien aussi, parce que Pierre Solage, il dit souvent que c'est ce qu'on fait qui nous dit, c'est le résultat qui nous dit ce qu'on fait, quoi. C'est pas l'inverse. Et c'est vrai que parfois je me sens guidé, mais tout en quand même, je veux vraiment avoir cette relation avec la toile où j'ai ce sentiment d'être utile. Voilà. Et d'avoir, j'entends de plus en plus de personnes dire, c'est un doré. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Et c'est vrai que parfois des travaux que j'adore de personnes, d'artistes qui font un peu sur de l'abstrait, mais plus ou moins du hasard, parfois je me dis ça on dirait il n'y a pas un côté personnel finalement, et c'est ça qui peut parfois me déranger, mais tout en appréciant effectivement leur travail. Mais après c'est personnel, quoi. Ouais, mais bien sûr, je comprends très bien. On en parlait un petit peu avant, mais le fait qu'on identifie des formes, parce que moi je vais donner mon avis, mon impression personnelle. Par exemple, quand j'ai commencé à regarder tes œuvres, j'ai vu des vagues, j'ai vu des cratères, j'ai vu une carte, j'ai vu plein de choses. Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes, ou au contraire que t'apprécies, ou qui t'inspire aussi, ou au contraire tu préférais que ça reste quelque chose d'abstrait? Parce qu'on doit t'en parler de ça. Oui. Moi, c'est vrai que je suis toujours tiraillé à savoir est-ce que je fais de l'abstrait ou est-ce que je fais du figuratif. Les deux sont possibles, hein. Après, c'est subjectif. C'est ça qui est génial avec l'art, c'est que chacun peut penser ce qu'il veut. Après, ou du moins voir ce qu'il veut. Moi, je pense que c'est plus de... non, il y a ce côté planète que je fais qui est clairement figuratif. Après, c'est vrai que dans mon idée de recherche, et c'est finalement ce qui se passe
dans un voyage, du moins dans une découverte, c'est-à-dire que on a envie d'aller dans un endroit, donc on sait à quoi il ressemble, donc on a cet aspect figuratif. Et quand on atterrit ou qu'on arrive dans cet endroit et on arrive dans une découverte, finalement, on est dans ce procédé où on ne connaît pas, on ne sait pas. Et finalement, moi, à mon sens, tout ce qui est découverte est plus ou moins abstraite. Est plus ou moins abstrait, puisque c'est pas identifiable. Et une fois qu'on l'a, là effectivement, on a mémoire dans le cerveau, donc une image, donc figuratif. Mais c'est peut-être ce procédé-là qui moi, je le reconnais grâce à la planète. Ensuite, des zooms de plus ou moins de planètes, qui au final arrivent effectivement à des cratères. Et on se pose la question même, est-ce que c'est des cratères, est-ce que c'est une vague qui fait un creux? Et moi j'aime bien mélanger aussi les différentes textures. Est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de la pierre? Pour moi les deux sont quasiment assimilables et jouent entre elles d'ailleurs, se caressent grâce à l'érosion et autres. Mais non, moi je pense que il y a pas de... T'aimes être sur le fil. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est l'entre-deux. C'est ça qui est génial aussi, c'est que effectivement je maîtrise un peu ce que je fais, mais au final tu vois, j'arrive pas vraiment à l'identifier. Donc c'est quelque chose que je développe, et c'est aussi une recherche sur soi-même et sur ce qu'on fait. Je pense que c'est le but de la vie aussi, c'est savoir qui on est et au final ce qu'on fait. Et c'est vrai que là-dessus, moi je découvre tous les jours. Parfois ça me perd un peu, ça me blouse un peu, on va pas se mentir, mais ouais, ce travail, est-ce que c'est abstrait, figuratif? C'est une question qui, je pense, va m'habiter assez longtemps. Quoi. C'est comme il y a un jeu d'échelle. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai regardé, je me demandais si en fait c'était une vue de près ou de loin. Tu vois, c'est un truc qu'on pourrait tout le temps se dire quand on regarde ton travail. Déjà, je pense que le spectateur a très vite le réflexe de quand même un peu s'approcher parce qu'il y a beaucoup de détails, donc on a envie de voir. Enfin, je pense. Mais on peut toujours se demander si ça a été imaginé ou alors si nous on le considère en tant que spectateur, parce que encore une fois c'est subjectif et on regarde et c'est ce que on interprète ça avec notre passé. Est-ce qu'en fait c'est quelque chose de loin ou est-ce que c'est quelque chose de près? En fait ça pourrait être là aussi, t'es un peu sur le fil. Moi c'est ma motivation première, dans le sens où moi j'ai su que je voulais faire ce métier-là à partir du moment où j'ai fait ma première exposition et où j'ai vu des personnes que je ne connaissais pas interagir avec mes toiles. Et donc là, ça m'a fait un sentiment dans le corps qui est inexplicable, vraiment inexplicable, et je l'ai encore aujourd'hui. J'espère qu'il ne se perdra pas. Après, c'est une notion d'énergie, c'est une notion de bref. Mais c'est pour ça aussi que j'adore ce côté à la fois abstrait, à la fois figuratif, parce qu'il y a ce mouvement chez le spectateur que j'adore, que j'apprécie, c'est-à-dire de se rapprocher, de voir des détails, de s'éloigner, de capter peut-être quelque chose qui fait que quand on s'éloigne, ah oui, mais, et c'est ce questionnement qui amène ce mouvement chez le spectateur qui, moi, me fascine et me passionne. C'est un dialogue. Et quand je fais des toiles et que je vois les gens venir effectivement interagir, montrer du doigt, c'est venir pencher la tête, regarder d'en dessous, de dessus. C'est vraiment une sensation qui est incroyable, et je pense que c'est pour ça que je fais ce métier d'ailleurs. Et du coup, ça permet, mine de rien, à ces personnes-là, à la fois de voyager spirituellement, par le regard, par le questionnement, mais aussi physiquement. Et même si c'est sur 1 mètre ou quelques centimètres, moi ça me plaît. Voilà. C'est à partir du moment où je vois des personnes que je ne connais pas, qui ne m'ont jamais vu et qui interagissent avec mes toiles, je me dis que bon, c'est bon, le but est atteint, on va dire. Voilà. Je comprends. Tu travailles pas mal en série. Est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer comment tu les construis? Enfin, voilà. Parce que est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que voilà. Alors à la base, je ne travaillais pas par série, je travaillais par format unique. Ok. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, à partir du moment où on a une idée, c'est important aussi de la garder et on va dire, de l'exploiter
jusqu'à arriver finalement à... On dit souvent que dans une série, c'est celle-là qui est... voilà, il y en a une qui sort du lot sur la série, mais parce qu'effectivement, l'art est dans la recherche, et il faut absolument chercher. Et quand on a par exemple celle-là là, qui est ici, là, celle-là par exemple, je l'ai fait une seule fois, alors que j'aurais pu la faire une dizaine de fois. Et peut-être que la 9e aurait été beaucoup plus belle et en tout cas beaucoup plus parlante, beaucoup plus poignante que celle-ci. C'est apparu donc à partir du moment où j'ai fait mes premières expos, où je me suis rendu compte que c'était important d'avoir quand même de la matière, quoi. Et du coup d'avoir mine de rien une ambiance, parce que je pense qu'une série c'est une période aussi de l'artiste, et c'est important de faire voyager et de faire comprendre aux spectateurs dans quelle période on est et ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu exprimer. Donc je pars en général, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de chiffre précis. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai envie d'en faire 3, j'en fais 3. Si j'ai envie d'en faire 30, j'en fais 30. Okay. Il n'y a pas de... Après, ça dépend aussi de la place, ça dépend de mon emploi du temps, ça dépend de plein de choses. Mais là, la dernière série qui est derrière, alors il y en a 9, et je pense que c'est pas fini, je vais en faire plus, peut-être avec des plus grands formats aussi. Mais... ouais, non, après... C'est plus pour pousser l'idée au bout, que ouais, tu fais des séries plutôt que dans une logique de toiles qui vont les unes avec les autres ou des choses comme ça. C'est plus pour exploiter l'idée et la pousser jusqu'à son paroxysme. Ouais, quoi. Recherche. Ok, très bien. Recherche à fond, voilà. Je comprends. Et comment tu te nourris ? Comment... D'inspiration ? Ouais. Non, je te demande pas ce que tu manges le matin. Cette question, c'est vrai qu'on me la pose assez souvent, et il y a une réponse qui m'est venue d'un seul coup, et c'est vrai que ça a été aussi un des changements dans ma vie, parce que je me suis dit, je sais plus, c'était devant un coucher de soleil ou devant quelque chose de spectaculaire, de beau, de naturel. Je me suis dit, à partir du moment où on regarde les choses, peu importe, avec intérêt, tout devient inspiration. Okay. Et c'est vrai qu'on peut, à partir du moment où on porte de l'intérêt, par exemple sur une commode, on peut regarder la règle de 3 peut-être. Est-ce qu'il y a 3 espaces de rangement, et comment est l'angle, est-ce qu'il a 90, alors que ça reste une commode en soi, peut-être même une commode Ikea qui a été fait en 2 secondes, mais chaque chose en fait peut avoir une importance, et chaque élément, s'il est observé, s'il est analysé, et moi j'appelle ça respecter aussi, en un sens, il peut t'apporter. Okay. Et donc moi je vais être inspiré autant par un coucher de soleil que par un gendarme qui marche devant chez moi, qu'un tabouret, enfin c'est vraiment l'ensemble de ce qui m'entoure peut être inspiration. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager, non pas d'un point A, enfin non pas voyager et me mettre à un endroit et rester. Maintenant je prends souvent l'été ma voiture et je roule. Et je roule, je fais 1000, 2000, 3000 kilomètres où je vais chez plusieurs points, chez plusieurs potes, ou même plusieurs lieux que j'ai envie de voir. Et ne serait-ce que rouler, voir les paysages, les changements d'ambiance, de paysage, de végétation et autres. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'habite, et c'est vital pour mon inspiration. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des artistes que tu regardes ou que tu as regardés ? Moi, je suis passionné par Madame Fabienne Verdier, okay. Qui peint le temps. Et moi, je pense que je suis un peu dans cette démarche-là, cette démarche temporelle de peindre finalement un moment, un instant, et de le figer, tout mine de rien en lui donnant ce côté un peu organique qui, du coup, avec ce mouvement, lui donne vie, mais c'est un instant, c'est une période, et ça j'adore. C'est ce qui me fascine chez Fabienne Verdier, et elle m'a beaucoup aidé, donc je me suis énormément documenté sur elle. Il y a Monsieur Zaobouki que j'adore, Pierre Soulages, ses textures sont incroyables et ses rythmes sont fabuleux, sans parler de sa couleur. Après, mes anciens profs, Pascal Pillard, on a Daniel Archam, qui est plus artiste commercial, mais je suis fasciné. Supakic, qui m'a beaucoup aidé aussi au départ en termes d'inspiration. J'ai celui Neok qui m'a appris le graffiti aussi, qui lui, voilà, j'ai encore pris
des petits détails de ce qu'il faisait et refait à ma sauce, mais oui, il fait partie de mon entourage qui fait aujourd'hui ce que je suis, ouais. Donc non, il y en a énormément, mais je pourrais pas tous les citer, ouais. Non, mais les deux, c'est Fabienne Verdier et Pierre Soulages, c'est vraiment les deux qui ouais, à chaque fois que je regarde, je fais si je peux arriver un jour à ça, ouais, ça peut être bien. J'aime bien connaître un petit peu les routines des artistes de travail, etc. Est-ce que déjà tu dirais que tu en as une? Est-ce que tu travailles par exemple plus le matin, le soir? Est-ce que tu as des moments plus de concentration? Comment ça se passe? J'ai aucune routine, vraiment zéro routine, et je pense que c'est d'ailleurs ce qui fait mon bonheur, parce que je veux absolument pas de routine. J'ai pas de réveil le matin, je me couche à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, et ça c'est quelque chose qui m'était pour moi dans ma façon d'être et d'agir et de m'inspirer et de réfléchir, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Donc je n'ai pas de routine. Après je dis pas que ceux qui ont des routines ne sont pas libres, mais moi je voulais vraiment me retirer de ça. Je peins, ça peut dépendre, la nuit, le jour, le matin, ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire déjà, mais quand j'ai rien à faire, ouais, ça dépend du mood. Et c'est très bizarre, mais je sais qu'un film, une découverte d'un film, ne serait-ce que le film en lui-même, mais aussi les musiques, peuvent me mettre la pêche pendant une certaine période, et du coup me faire faire 7, 8 toiles sur cette même période. Okay. Je ne sais pas pourquoi, j'y suis sensible, mais les films jouent un rôle important en tout cas dans ma création. Ok. Ouais, Parce que ça te fait voir aussi des choses comme, enfin, vu que tu te nourris pas mal des choses extérieures, c'est un film, c'est une forme de voyage aussi, non, je pense. C'est ça, c'est ça, et puis après c'est un souvenir, on a envie de l'exprimer. C'est ce que je disais la dernière fois. J'avais vu Bohemian Rhapsody. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé la scène finale tellement puissante en termes de représentation par rapport au réel, que ça m'a mis un peps mais incroyable. Et alors je sais plus quelle série j'avais faite, mais j'avais fait 5, 6, 7 toiles. Je crois que c'était la série Frontières. J'avais fait Frontières, il me semble. C'était inné, quoi. C'était allez, on enchaîne, et j'avais besoin, et que sur cette musique là, que sur les 29 minutes du concert, voilà. Et je les mettais en boucle, et voilà, ça t'amène un rythme. Mes formes sont pas pareilles en fonction d'une musique à une autre, par exemple, et la seule routine que je peux avoir, effectivement, en tout cas c'est une habitude que j'ai, c'est la musique. Ouais, tu travailles en musique. Je ne peux pas peindre sans musique, ouais. Donc jamais dans le silence. Ça peut t'arriver quand même? Ouais, ça peut m'arriver quand la musique s'éteint. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée, déjà il y avait la musique. Ouais, c'est. J'ai demandé de l'éteindre, mais. Ouais, je suis angoissé, je pense, si j'ai pas de musique, parce que je suis dans la découverte, effectivement, mais ouais, je peux vite être angoissé. À l'inverse, quand je voyage, pas de musique. C'est quand je découvre un paysage, c'est sans musique. J'aime bien m'imprégner du lieu, des ambiances et tout ça. Après, dans les musiques, il y a aussi beaucoup de musique d'ambiance, chill. Parfois, j'écoute même des musiques de forêt, d'ambiance de forêt. Okay. Voilà, donc ça peut partir très loin. De la musique de Star Wars, une ambiance de forêt avec un petit renard qui passe. Enfin, c'est idiot, hein, mais voilà. On est sur des goûts éclectiques. Exactement. C'est bien, faut être ouvert. Là, tu me disais que tu travaillais seule. Est-ce que parfois t'as déjà travaillé en atelier? Est-ce que c'est des choses de travailler même à plusieurs mains? C'est des trucs que t'as déjà fait, que t'as envie d'expérimenter? Je ne le fais pas. Okay. En revanche, c'est pas du tout l'envie qui manque, parce que comme j'ai dit, à Versailles, c'était quelque chose qui me stimulait. Et donc là, l'idée en septembre, il y a une exposition à Séoul. Le but, c'était de partir à Séoul et de faire l'étoile là-bas. Et comme la galerie était assez grande et que c'était une expo personnelle, je me suis dit que j'allais faire mes toiles là-bas et que j'allais emmener un assistant. Voilà, donc j'ai proposé à un ami qui, voilà, est un peu dans une situation où il sait pas trop ce qu'il doit faire, et je sais qu'il a énormément de talent puisqu'il est avec moi à Condé.
Et du coup, je lui ai dit, si tu veux, tu peux faire partie de l'aventure, venir avec moi, me servir d'assistant, m'aider sur certaines choses, et go. Et c'est vrai que lui me stimule aussi pas mal, parce que je lui dis, essaye de dessiner des trucs que toi tu imagines avec ce procédé-là, hop, et donc il imagine des choses, des formes. Et c'est vrai que moi je me dis, jamais j'aurais pensé à ça. Et donc voilà, c'est toujours ce côté partage, on se parle, on va se piquer, ça c'est pas bien parce que nanan, et c'est vrai que ça ouvre des portes que je n'aurais jamais pu ouvrir, et le but vraiment à terme, c'est d'avoir un atelier, un grand atelier, pour faire venir plusieurs personnes, des personnes que je connais comme des personnes que je connais pas, des artistes internationaux ou autres, et qui viennent justement pour collaborer et faire des choses ensemble. Voilà, ça c'est vraiment mon but ultime. Ça représente bien un peu ton parcours même artistique, parce que quand je t'écoute et avec l'échange qu'on a, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup une histoire de rencontre et d'amitié, et ton travail aussi. Enfin, il y a beaucoup de gens qui t'ont donné peut-être aussi au départ la confiance qu'il fallait pour te lancer. Il y a aussi des gens qui t'ont inspiré, d'autres qui sont challengés, d'autres qui t'ont... Voilà, c'est pas mal une histoire de rencontre quand même. Je pense que moi j'ai été éduqué déjà par une mère très sociable, et mais moi je suis issu du basket, donc qui est un sport collectif, et mine de rien, que ce soit moi mes potes sont ma famille. C'est vraiment quelque chose d'important. Sans eux, moi je pense que je ne suis rien. Et c'est pour ça que je suis très exigeant avec eux. Ils me le reprochent assez souvent, mais bref. On leur passe le bonjour. Mais c'est vrai que c'est les amis, les rencontres, c'est comme je l'ai dit, tout est inspirant. Ça peut être une chose, mais ça peut aussi être une personne qui peut... voilà, hier j'étais devant un match de foot avec des personnes que je ne connais pas. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Renaud, par exemple, avec qui on a discuté, et qui était un peu perché, mais qui finalement on s'est compris, et on a dialogué, et ça permet aussi de comprendre encore plus qui on est, de comprendre un peu les gens, et puis ça ouvre plein de choses. Donc je ne comprends pas ceux qui arrêtent. Enfin, je respecte ceux qui sont tout seuls, tout le temps tout seuls. Vraiment, les solitaires, bravo. Moi, je pense que je suis un peu solitaire, mais je suis dans l'entre-deux. C'est pour ça que je suis un peu tiraillé entre j'ai envie de la vie sociale, mais j'aimerais aussi partir dans la province avec mon atelier, mes toiles, et vivre que de ça avec 2-3 chiens, 2-3 chèvres. C'est voilà l'entre-deux, et je ne sais pas encore vraiment où je vais aller. Toujours sur le fil. Exactement. Mais c'est horrible, hein. Non, je comprends. C'est aussi une manière qu'on a de, comme tu dis, d'apprendre à se connaître, et finalement de faire les choix qui nous conviennent, parce qu'on a pris le temps de les étudier, je pense. C'est ça. C'est ça. Je comprends. J'aime bien terminer le podcast avec des questions un peu rigolotes. Si tu pouvais dîner avec un artiste, il peut être mort ou vivant. C'est dur, hein. J'ai pas envie de dire Michel-Ange. C'est soit un de mes artistes effectivement préférés, soit je ne sais pas pourquoi, là c'est ce dont c'est ce que je pense. J'adorerais déjeuner ou dîner, en tout cas, avec ce qu'on pouvait appeler comme architecte à l'époque des pyramides. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la première chose qui puisse venir là, parce que c'est quelque chose qui me fascine, et j'aimerais bien justement poser des questions. Mais comment vous avez fait ça? Comment vous avez pu faire ça? Ouais, c'est quelque chose que voilà. Ça serait intéressant, ouais. Si tu pouvais acheter une œuvre, t'as le budget que tu veux, t'as gagné au loto, bim, t'achètes une œuvre. Faudrait avoir l'appartement pour. T'as la place. Honnêtement, je vais dire un tableau de Pierre Soulages. Je comprends. Soit un tableau de Pierre Soulages, soit un polyptyque de Fabienne Verdier. Je suis allé à Aix-en-Provence pour les voir.
c'est fabuleux. La texture de près et la forme de loin, c'est juste incroyable. Mais Pierre Soulages au Louvre, avec les lumières, ouais. Après, j'aime beaucoup Supakic, ce qu'il fait. Lui, il arrive à reproduire le mouvement de la vague, du moins les reflets, les mouvements de la mer. Je trouve ça fabuleux. Ça, j'aimerais bien aussi. Peut-être pas la voir, mais en tout cas les voir. Donc, il faudrait que je descende à Biarritz pour les voir. Mais ça, je trouve ça fabuleux aussi. Ouais. Si tu pouvais, un musée dans lequel tu aimerais être exposé. Musée d'art moderne à Paris, ou peut-être le Palais de Tokyo aussi, mais pour le coup j'aimerais faire des choses, je les ai dessinées là-bas, des choses un peu monumentales, des choses assez monumentales, et avec une peinture qui aujourd'hui n'est pas commercialisée, mais qui s'appelle le noir absolu. Et j'aimerais faire une immense pièce de noir absolu avec un monolithe en 3D au milieu, éclairé, et ça, voilà. Mais musée d'art moderne de Paris. C'est lui qui m'a fait vraiment aimer l'art. Voilà. Et où j'ai découvert Zhao Buki. Ce que tu préfères dans ton métier d'artiste? La liberté. Franchement, la liberté. Est-ce que t'aimes le moins? La prison. Parce que... En fait, j'ai voulu fuir cette société par l'art. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure que on ne peut pas fuir cette société, et que la seule façon d'être libre, mine de rien, c'est de profiter de la société, puisque sans société, on ne vend pas de toile. Et du coup, bon, je pourrais vivre, mais je pense que je pourrais pas me loger, donc je vivrais certainement je serais à la rue, je ferais des toiles, mais comment les acheter? Donc en fait, c'est un cercle vicieux, et ce qui, mine de rien, m'amène une certaine liberté, c'est aussi inconsciemment une prison. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, mais je sais que je joue parfois aux jeux vidéo, même souvent avec des amis, et c'est vrai que le soir à 23h30, bon, je vais me coucher. Ah, pourquoi? Parce que je bosse demain matin. Et c'est vrai que moi je me dis oui, j'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable. Ouais. Je comprends. Si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre? Entraîneur de basket. Ok. Entraîneur de basket, ouais. Je pense que direct. Après, je voulais être souffleur de verre quand j'étais tout petit. Stylé. Voilà. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire architecte, dans le sens où je porte énormément d'importance à la création en elle-même. Et je pense qu'en fait, dans ce métier-là, à partir du moment où on crée un espace, c'est-à-dire qu'on a un espace, voilà, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Il y a trop de normes aujourd'hui, que ce soit dans l'archi, il y a des contraintes, ou l'archi paysage. Plus en plus avec les personnes avec qui tu travailles, qui sont pas forcément du même avis que toi. Donc il y a pas une certaine liberté, même si j'adore ce métier et je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs les personnes qui étaient avec moi en cours font des choses fabuleuses, mais et ça développe en plus, on va dire un art de vivre que je respecte et que j'estime énormément. Mais je pourrais pas faire ce métier-là, non. Par contre, entraîneur de basket, ouais, et c'est drôle, parce que je fais artiste qui au final m'isole énormément, mais je pourrais faire un métier qui au final me sociabilise de façon incroyable. Et au-delà de l'aspect technique du basket, c'est surtout les valeurs que j'apprécie de partager avec les plus jeunes. Ouais, l'esprit d'équipe. Au-delà de l'esprit d'équipe, oui, si déjà, mais c'est le respect, c'est l'engagement, c'est aller au bout des choses, parce que je pense que c'est le basket qui m'a appris ça, et certainement pas les études. Donc c'est pour moi c'est primordial d'avoir ce genre d'éléments, ce genre de partage dans le sport. Ouais. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour ça. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actus à venir pour que les auditeurs et auditrices puissent aller voir potentiellement ton travail en vrai, parce que ça vaut quand même le coup, et puis suivre un peu ton travail? Donc actuellement, on est au mois de juin, on a... J'ai pas le droit de le dire, ça? Si. On enregistre au mois de juin, mesdames et messieurs. Mais l'épisode sort en septembre. Voilà. Non, il y a une exposition en ce moment à New York, en exposition virtuelle,
voilà, avec Béatrice Gutmann et j'ai oublié son nom, mais une curatrice américaine. Voilà, donc c'est principalement pour marché de l'art américain. J'ai une exposition à Séoul, une exposition personnelle à la galerie Bach. Les dates, elles sont pas encore fixes, ça peut bouger. Et c'est quasiment acté, mais normalement ça devrait être le cas. Exposition personnelle à Paris, fin septembre, début octobre. Trop bien. Voilà. Et tu sais où déjà ou pour l'instant? Ce sera dans le Marais, dans une galerie que je loue. Ok, voilà. Très bien. Bon bah, au moment où sortira l'épisode, tu me donneras des infos, comme ça je pourrais faire une petite com et les rajouter aussi à la fin de l'épisode. Bah écoute, merci beaucoup Maxence. De rien. Merci à toi. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.